bonsoir. La détention des députés proches de Guillaume Soro est à l'ordre du jour à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'institution s'inquiète du sort réservé à ces députés arrêtés en décembre 2019 pour troubles à l'ordre public. Toujours sur le terrain politique, à quelques semaines des prochaines élections, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, s'attelle à équilibrer l'exposition médiatique entre les différents candidats. À cet effet, les membres de l'organisation se sont réunis en session extraordinaire le mardi 15 septembre dernier. On fait le point de cette rencontre tout à l'heure dans le Live Actu. Nous aussi, comme tous les jeudis, nous sommes réunis pour notre session de décryptage hebdomadaire. Les journalistes André Bois, Israël Guébo, Élisée Boulougbe, Edith Broubleu seront avec nous pour passer au peigne fin la riche actualité de cette semaine. Débat, analyse, décryptage, l'information, l'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue! Et ce soir sur le plateau, d'éminents journalistes, d'hommes et femmes de presse et de communication pour commenter, décrypter l'actualité, je vous le disais, sur notre plateau. On va saluer l'arrivant. Élisée Boulougbe, bonsoir Élisée, comment ça va? Bonsoir Brice, ça va très bien. J'aime bien la chemise. Merci, c'est gentil. Et l'arrivant sporadique, André Bois, bonsoir. Bonsoir Brice, bonsoir à tous. Et comme je l'ai dit, il y a des DJ résidents. Israël Guébo et Edith Broubleu, bonsoir. Bonsoir Brice. Edith Broubleu qui a respecté la couleur quand même aujourd'hui. Enfin. Enfin. C'était attendu. Oui. Alors, oui, je crois que même il y a une majorité de bleus. Oui, oui, ce soir, le courant m'a atteint. Vous n'avez pas été gentil, vous n'avez pas passé le message. Vous n'avez pas passé le message à Élisée. Il n'a pas été prévenu. Il n'a pas été prévenu, c'est bien. Ça fait bizarre quand même de se sentir ça. Bon, on démarre pas de course avec les points saillants de l'actualité. Tout de suite, c'est dans le Live Actu. Alors, concernant le Live Actu, arrestation de Justin Quoi à Korogo. On en parle avec vous, André Bois. Que s'est-il passé Que s'est-il passé? Est-ce qu'on devrait peut-être dire, voilà, simplement il y a le flou. Parce que Justin Quoi, il est membre du Front populaire ivoirien, c'est un personnage qui occupe aussi l'actualité dans notre pays, l'actualité politique, il est très actif. Et puis par ailleurs, il est fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Donc on apprend qu'il a été enlevé, il a disparu. En tous les cas, on n'en sait pas plus. Certains nous disent qu'il a été arrêté par la police, d'autres n'en disent pas beaucoup plus. Donc, en gros, voilà, ça ne nous rend pas plus propres dans la gestion des affaires publiques. Quand je dis nous propres, je parle de l'État. Ça ne rassure pas parce que déjà, il travaille pour l'État de Côte d'Ivoire. Disparaître comme ça, sans qu'on sache où il est, déjà, il y a des questions à se poser. De toute façon, on n'a pas plus d'informations que ça, que ce qu'on a reçu, des bribes d'informations qui sont arrivées, qui ont dit qu'il a été enlevé. Assoadou, qui est proche du courant FPI pro-Gbagbo, a dit qu'il a été enlevé. Mais on n'a pas toutes les circonstances de son enlèvement, on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. Donc pour l'instant, on a encore quelques informations comme ça. Il faut après, Josué, les termes enlèvement, arrestation. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, c'est évidemment. complètement différent. Vous le disiez. Lorsqu'on parle d'arrestation, il y a forcément un mandat d'arrêt qui est mis, il y a une procédure. Il y a surtout une communication qui se met. Voilà, même s'il n'y a pas de mandat d'arrêt, la police atteste effectivement qu'elle a arrêté l'individu en question. Et là, pour l'instant. Donc à ce stade, qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est peut-être porter plainte, se rendre au niveau de la police et notifier en tout cas ce cas d'enlèvement. De toute façon, à partir du moment où un fonctionnaire de l'État a disparu, il y a une enquête qui se met en place. Bon, moi, je pense que quand on a tous eu l'information selon laquelle il aurait été soit enlevé ou interpellé, moi, à titre personnel, j'ai pris le soin quand même de recouper mes informations. D'accord. Et sachant qu'il travaille pour l'administration publique, c'est-à-dire qu'il a des collègues en fait. Donc, j'ai essayé de remonter la filière. Est-ce que ce qui m'est revenu d'un proche qui était là au moment des faits, voilà, qui a dit qu'effectivement, il descendait de la voiture quand des policiers l'ont accosté. Des hommes en tenue. Oui, des hommes en tenue. Sont-ils des policiers? Non, je pousse des hommes en tenue. Des hommes en tenue l'ont interpellé et ils se sont rendus avec lui au commissariat parce que celui-même qui me donne l'information s'est rendu sur les lieux. Puisque le responsable de M. Quoi, le responsable administratif de M. Quoi, s'est même rendu au commissariat pour pouvoir s'enquérir de l'état d'évolution de la situation.
Et là, il s'est laissé entendre par le commissaire que c'est pour des besoins d'enquête. C'est ça. Mais il était prévu qu'aujourd'hui, il passe devant le procureur. Et c'est à l'issue de cette audience-là qu'on saura réellement les faits qui lui sont Les reprochés. motifs qui sont- Voilà, qui lui sont reprochés. Donc, de ce que je sais, il serait aux mains des forces régulières de la police. Ça, c'est de ce que je sais. C'est quand même Non, conditionnel. mais ça, c'est- non, non, ça, C'est quand même conditionnel qu'elle Non, non, utilisait mais le Bien serait. sûr, c'est ce que je dis. Voilà, c'est ce que je dis. Selon la personne qui lui Voilà, rapporte c'est ce que les je dis. faits. C'est pas il serait parce que je suis Là, on pas sur les progresse. lieux. Mais c'est ce que je Il dis. disait, c'est un journaliste, même, voilà, et il a enquêté. Absolument. Et aujourd'hui, il a à mesure de nous dire qu'il a été arrêté par la police. Donc, voilà. Maintenant, est-ce qu'il est toujours aux mains de la police? Parce que, vous savez, la les question. histoires où la police a arrêté quelqu'un et La l'ont question. laissé en plein milieu de la nuit, je sais pas, quelque part. La question. On sait Mais pas. la Donc, question- Est-ce qu'il est toujours aux mains de la police? On ne La sait question pas. que je me pose, est-ce qu'il y avait des antécédents qui auraient pu, pas justifier, mais conduire à cette arrestation Mais moi, je pense que je ne saurais le dire honnêtement. Mais je pense que la personne qui est la mieux habilitée, au regard de tout ce que je viens de citer, c'est bien évidemment le procureur. Non, mais- Qui pourra nous dire exactement pourquoi les motifs qui sont à l'origine de cette interpellation. Ce que nous savons également, parlons c'est de l'actualité, parlons de que, l'actualité de selon quoi, M. Justin. Assoadou, L'actualité de quoi, Justin il y a des avocats qui ont été commis Ouais. pour essayer de tirer le fin mot de cette histoire. Non, mais une chose est D'en sûre. savoir plus, ne serait-ce que ça. Sur la question que pose Edith, c'est-à-dire quand on arrête un homme politique, enfin quelqu'un qui a une activité politique assez soutenue, je pense qu'on peut penser que c'est pour des motifs politiques qu'il est arrêté. D'abord, dans un premier temps, on ne va pas trop se lancer, mais on peut le penser, et puis après, avoir un éclairage de la part de l'administration. Mais le timing n'est pas le bon. Je veux dire, là on sort des résultats du Conseil constitutionnel, on a des manifestations de l'opposition, et derrière, on a quelqu'un de l'opposition qui est arrêté ou qui est enlevé. et qui est une nouvelle arrestation Voilà. aussi. Donc, dans- il faut rapidement que l'État soit face à communiquer, outiller cette affaire au clair pour que s'il est inculpé, on sache Lever toute pourquoi. forme d'ambiguïté. Oui, parce que là, on est D'interprétation. vraiment dans le flou, dans la supposition. Et quand il y a beaucoup de suppositions, ça laisse place à beaucoup d'interprétations. Exactement. Bon, vous aviez la parole, hein, je vais vous la laisser, Israël Guébo, parce qu'avec vous, on va commenter le communiqué de l'APF. L'APF, Oui. oui, ce n'est pas la qui n'a rien à voir avec, la TK poisson, c'est clair. Je pensais que ça viendrait de toi. Non, mais en plus, j'étais sûr que tout le monde imaginait que c'est un communiqué de l'APF. Oui, alors veux dire l'APF, c'est l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est l'instance qui rassemble tous les... Brice, soyez sérieux. Oui, D'accord. C'est l'instance qui rassemble tous les députés, les sénateurs qui sont dans l'espace francophone, donc l'APF. Et cette instance-là s'inquiète pour le cas des députés proches de Guillaume Soro qui ont été incarcérés depuis plusieurs mois et demandent demandent leur libération. Ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est que le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est un certain Amadou Soumaoro. Oui. Ça vous dit quelque chose? Bien Bien sûr. sûr, oui. Le président, Le président du Parlement ivoirien, Voilà. de l'Assemblée nationale ivoirienne. Alors, il est le président donc, de cette instance-là qui signe cette déclaration, ce communiqué. On se souvient qu'en janvier 2020, ce même président de l'Assemblée nationale avait signé un arrêté pour lever l'immunité L'immunité parlementaire de ces députés. Alors, on est vraiment dans une situation un peu ambiguë, un peu bizarre. Il y a une sorte de collusion. Ça laisse place à des questions. Oui, moi, la leçon que j'en tire, c'est que l'instance, donc l'APF, donne une leçon à la Côte d'Ivoire pour dire, bah, écoutez, il faut libérer ces personnes-là, il faut laisser ces députés-là sortir, il faut leur accorder le droit de la liberté. Il ne faut pas oublier que l'Assemblée parlementaire, l'APF, avait déjà alerté, Oui, en tout interpellé, cas, la Côte d'Ivoire sur la situation, l'atmosphère, en tout cas, préélectorale, et pour laquelle il fallait que l'État puisse porter une attention particulière pendant cette période. En fait, sur ce dossier-là, je vais dire que là où c'est vraiment scandaleux, c'est que la règle, c'est que la détention doit être vraiment l'exception. C'est-à-dire que là, des députés qui commettent un acte, Un délit. qui sont un délit ou voilà, un acte qu'on peut condamner, avant toute chose, ils ont une garantie de représentation. C'est des gens qui sont là dans le pays. On peut ouvrir un procès, ils vont se présenter, etc. Même payer une caution, peut-être. Mais là, Oui. les garder en prison sans être jugés, comme si cette détention censée être provisoire allait
nous apporter quelque chose dans l'élucidation de leur affaire. Parce qu'en général, quand on maintient des grands criminels en prison ou des trafiquants en prison, c'est qu'on ne veut pas les laisser effacer des preuves. Parce qu'ils soit ils vont effacer des preuves, ils vont faire disparaître, ils vont tuer des témoins, etc. Mais là, garder ces députés, garder ces députés, alors qu'on est dans une situation, éminemment politique, c'est-à-dire qu'ils auraient commis des troubles à l'ordre public, ça c'est quand même le moins de la politique, parce que moi, il faut emmerder le pouvoir en place, donc ces troubles à l'ordre public, ça reste quelque chose de classique en politique. Justement, rester en prison, on se demande s'ils ne se disent pas, on va peut-être les faire sortir, ils vont continuer à dire des choses, c'est peut-être ça qui... Mais ça ne va pas empêcher qu'il y ait des manifestations. Oui. Est-ce que finalement, on a toutes les informations? C'est vrai que des faits leur sont reprochés, peut-être qu'il y a beaucoup plus, peut-être qu'il y a des informations qu'on n'a pas et qui malheureusement ne nous ont pas encore été données. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Nous sommes dans une période assez sensible. Il y a un besoin de transparence sur toutes les affaires dites de justice. Des députés, c'est quand même des députés qui ont été arrêtés. Ouais, ceux concernés sont Alain Lobognon, Kanigi Soro, Soumaïla Yao, Lukiman Kamara et Kando Soumaro. Et qui appartiennent à un camp qui, rappelons-le, est sorti du RHDP. Donc, on a quand même une succession d'événements comme ça qui, mis bout à bout, laisse penser qu'on est vraiment dans une sorte d'acharnement. Oui, moi-même, je vais être un peu en désaccord avec Israël. C'est le côté politique. Mon problème, c'est judiciaire. Mon problème, c'est vraiment un problème judiciaire. Parce que là, il faut le penser, les amis. Dans notre pays, on garde des gens en prison des années durant sans qu'ils soient jugés. C'est un scandale. Et là, ça arrive à des députés. On se rend compte, quoi. Si ça arrive à des députés, imaginez tout ce qui peut arriver à nos jeunes dans les quartiers qu'on prend, qu'on les garde dans les prisons, sans respecter la loi sur à la fois la présomption d'innocence, à la fois sur les gardes à vue, etc. Donc c'est là où c'est scandaleux pour moi. C'est vrai que l'analyste politique va toujours me mettre ça avec la politique, mais moi, vraiment, je reste sur le terrain judiciaire. Et je pense que sur le terrain judiciaire, il y a vraiment un scandale. On ne peut pas garder des gens en prison sans être jugés. Est-ce qu'ils sont en garde à vue? C'est quoi aujourd'hui le régime qui permet justement de les garder en prison? C'est quoi en fait? C'est ça qui pose problème. La conséquence de ça, elle est forcément politique. Quand une instance comme l'Assemblée parlementaire de la francophonie réagit la deuxième ou la troisième fois, il y a forcément cette conséquence, de ce que tu dis, judiciaire, sur la vie politique et sur l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Ça fait beaucoup trop de personnes incarcérées à l'issue de manifestations et dont on n'a pas la suite de peut-être que ce n'est pas la meilleure manière de le dire, mais bon, il y a des procès qui sont allés beaucoup plus vite. Il y en a qui prennent du temps. Pourquoi ça prend du temps? Je pense qu'il faut on va retenir les mots justice, transparence, communication. Exactement. Ouais. Merci, messieurs. Troisième point, c'est concernant la publication. Après la publication justement de cette liste des candidats retenus à l'élection présidentielle, la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, définit l'accès des candidats aux médias. Effectivement, le collège des membres de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle se réunit le mardi 15 septembre en session extraordinaire afin d'adopter un cadre réglementaire qui va régir la couverture médiatique de l'élection du président de la République pendant la période électorale. Donc, la HACA a pris 5 décisions en vue de permettre aux médias audiovisuels du service public ainsi qu'à ceux du secteur privé d'assurer une couverture de cette élection. Je retiens les mots-clés suivants. Accès équitable, c'est ce qui est revenu, pluralisme et également équilibre de l'information. Donc je vais vous citer rapidement en ce qui concerne pour les médias audiovisuels de service public ce qui leur est demandé. Donc à compter de la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, ce qui a déjà eu lieu, les médias audiovisuels de service public doivent veiller à un accès équitable à leurs antennes des candidats, des partis, groupements politiques et organisations qui les soutiennent, ainsi qu'au respect, comme je l'ai dit plus haut, des principes du pluralisme, des courants d'opinion et de l'équilibre de l'information. Et à compter de l'ouverture officielle de la campagne électorale fixée au 15 octobre 2020 à minuit, les médias audiovisuels de service public doivent veiller dans la programmation de leurs journaux, reportages, débats et émissions au strict respect du principe de l'égalité d'accès et de traitement à leurs antennes des candidats et partis. Pareil également pour les radios et télévisions privées dont nous faisons partie. Donc, durant la même période électorale, les radios et télévisions privées commerciales qui sont désireuses de couvrir cette campagne doivent veiller aussi à l'égalité d'accès et de traitement à leurs antennes des candidats et pareil au pluralisme et à l'équilibre de l'information.
Et enfin, en ce qui concerne les radios, ce qu'on appelle radios de proximité, il faut noter que pour ces radios qui sont privées mais qui sont non commerciales, elles sont autorisées à diffuser des messages relatifs à la citoyenneté. Là, on parle de sensibilisation, des messages qui sont relatifs à la cohésion sociale, au scrutin. Elles sont également autorisées à relayer les émissions spéciales d'information qui sont diffusées sur les médias publics. Mais ces mêmes radios de proximité demeurent quand même interdites de produire et de programmer des émissions à caractère politique. C'est très important à faire remarquer. Donc elles ne peuvent pas couvrir ni rendre compte des activités relatives à la campagne électorale. Donc, le cadre, il est très bien défini. Sur la question des radios de proximité, je pense que ça a un peu évolué. Il y a une nouvelle clause qui dit qu'il faut qu'il y ait soit un journaliste professionnel au sein de la radio communautaire. J'étais à Yamsoko dans le cadre d'un séminaire avec l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire et on en parlait justement. Les radios de proximité n'ont pas le droit de faire de la politique, de couvrir les activités politiques, sauf si au sein de leur rédaction, il y a un journaliste politique, ou un journaliste professionnel, je veux dire. Cependant, je voudrais dire deux choses. Sur la question des... Premièrement, la AK va avoir beaucoup de travail à faire parce qu'en 2015, il y avait une seule chaîne de télévision, une chaîne d'État avec RTI 1 et RTI 2. Aujourd'hui, il y a 4 ou 5 chaînes de télé qu'ils vont monitorer comme on peut dire. Et puis deuxièmement, il y a des choses qui dépendent des télévisions, c'est-à-dire le traitement de l'information équitable, ça dépend vraiment des chaînes de télé. Mais la distribution de parole, parfois, et pour être à l'AFTV et pour l'avoir expérimenté, ça dépend aussi beaucoup des partis politiques. Bien souvent, des candidats sont invités, des partis sont invités, et ils ne veulent pas venir. Donc c'est aussi l'occasion de lancer un appel. Lorsqu'on vous invite, par exemple sur LiveTV, à venir à une émission, mais venez donner votre point de vue, venez parler. Ici, on est sans filtre et on accueille tout le monde. J'ai passé mon message. Et pour ajouter également sur un point aussi que je trouve très important, pour terminer, concernant les radios de proximité, donc, qui sont des radios qui sont très présentes sur toute l'étendue du territoire national, donc un grand rôle également à jouer auprès des communautés rurales, des communautés à l'intérieur du pays. Je pense que c'est important d'avoir ces garde-fous-là pour éviter qu'on ait à gérer des cas de propagande en fait sur ces différents médias. Donc c'est bien d'avoir ce garde-fou. Justement, Israël le disait, pour un tout petit peu réduire le travail de la AK, qui est déjà important avec les médias. Donc si les radios de proximité s'en mêlent, c'est plus compliqué. Donc déjà, il faut restreindre leur peut-être que pour champ terminer d'action. là-dessus, puisque Brice, vous parlez de terminer, c'est qu'il faut qu'on sache exactement comment la AK organise tout ça. C'est vrai qu'il y a du monitoring, mais comment la AK travaille avec tous les acteurs pour que justement les uns et les autres comprennent exactement comment ils doivent s'y prendre. Il ne suffit pas de leur dire, écoutez, distribuez la parole équitablement, mais après, comment on accompagne les chaînes, comment on nous permet de... Voilà, comment on permet aux partis politiques, lui il a dit, de comprendre que nous sommes là justement pour leur servir aussi de... nous sommes des partenaires, si tu veux. Donc il y a tout ça que la AK doit pouvoir faire aussi. Et il y a aussi la responsabilité aussi de ces médias. Parce que c'est une décision qui a été prise, donc il faut... Oui, mais souvent, on est abandonné à nous-mêmes, il vient de le dire. Parce qu'on va appeler des partis. Non, ça j'ai parfaitement compris. Mais je relève aussi notre responsabilité des médias. Oui, c'est clair. On est bien conscient. Si vous avez donné 2 minutes de reportage ici... L'égalité et la parité. L'équilibre de la parole. L'équilibre de la parole. Premier point, en tout cas ce qu'on appelle ici les sujets prévisionnels, on parle de la présidentielle 2020 avec ces développements. Déjà, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle 2020. Focus sur les candidats retenus. Avec vous, messieurs, madame. Donc effectivement, on a Alassane Ouattara, comme on avait déjà annoncé, Henri Konan Bédié, Pascal Afine-Guessant et Kouadio Konan Bertin. Donc, 3 qui ont déjà exercé, en tout cas au niveau de l'exécutif, et un candidat indépendant qui est un dissident en griffe du parti d'Henri Konan Bédié, le PDCI RDA. Et on a noté également qu'on enregistrait 90% en termes de taux de rejet, en tout cas des candidatures, et que c'était un record en fait, ce qui concerne la Cour constitutionnelle. C'était prévisible lorsqu'on entend dans le communiqué du Conseil constitutionnel les différents candidats qui ont déposé parfois des dossiers vides, sans rien, on se pose des questions sur comment est-ce que certains candidats perçoivent même la fonction présidentielle. En tout cas, au moins tout le monde est venu déposer ses dossiers et on a vu on en parlait un peu en off, il faut qu'il y ait vraiment peut-être des mesures ou des filtres au niveau de la CEI pour qu'on évite d'avoir ce genre de choses-là.
sur les candidats qui ont, oui, trois exécutifs, tu l'as dit Edith, mais aussi Kakabe, qui est quand même député, donc qui est également quelqu'un qui a... Qui a une expérience Pardon, politique. qui était député de Port-Bouillet, donc qui a une expérience aussi politique. Mais beaucoup d'interrogations sur notamment... Ils ont tous participé à une élection présidentielle, on est d'accord aussi. Oui, Oui, bien sûr. Et j'ai lu beaucoup de commentaires de confrères, journalistes et également de personnes sur les réseaux sociaux. Comment Kakabe a-t-il réussi à avoir tous les parrainages alors que certains... Oui. Mamadou Koulibaly, Mamadou par exemple. Koulibaly, par exemple. Mais non, c'est le commentaire. Après, c'est vrai qu'on ne l'a pas du tout entendu, on ne l'a pas du tout vu venir. Et puis bon, on se pose beaucoup de questions, quoi. Mais moi, sur ça, oui, peut-être. Non, moi je parlais sur les candidats, puisqu'il était question des candidats. Effectivement, je pense que Edith a fait plus ou moins tout d'horizon de déclasser les différents candidats. Mais ce que je voudrais noter, peut-être, ce serait de mettre un nom de parti sur chaque candidat, par exemple. Alassane Ouattara, on sait que c'est le candidat du RHDP, naturellement, le parti au pouvoir. Nous avons Afin Guessan, le candidat du FPI. Nous avons Bédié, le candidat du PDCI. Et nous avons Kakabe qui se réclame indépendant, quoi qu'on sache qu'il a fait ses armes au PDCI. Voilà, donc on peut dire en quelque sorte que au regard de cette configuration, on a plus ou moins une représentativité, je dis bien plus ou moins une représentativité de ce qui est la sphère politique, en tout cas au niveau national. C'est vrai qu'il y a peut-être certains grands ténors qui auraient souhaité être là, ou qu'on aurait souhaité peut-être voir, mais qu'on ne voit pas. Mais déjà, on a plus ou moins une représentativité des partis qui animent un peu la vie politique au niveau de la Côte d'Ivoire. En tout cas, quelqu'un me disait hier que, au moins parmi les quatre, la nouvelle génération est représentée en parlant de Kakabe qui a 51 ans. Oui, mais la nouvelle génération, est-ce qu'on parle de âge ou on parle d'une nouvelle mentalité ou d'une nouvelle... Dans l'esprit, dans l'esprit, dans l'esprit de, je pense, populaire, on pense à une nouvelle génération. On pense à des gens moins âgés, en fait. Des gens moins âgés parce que... Et peut-être moins marqué également. Sur l'analyse d'Élysée, c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu celle-là comme ça, mais effectivement, ça permet de contrebalancer un tout petit peu la grande déception d'avoir vu beaucoup de candidats écartés. Parce qu'en réalité, ce n'est pas faux, on a les trois grands, je ne vais pas dire courants de pensée, mais en tout cas les grands mouvements qui animent notre vie politique. Parce qu'il y a aujourd'hui le RHDP qui était RDR, il y a le PDCI qui est là, il y a le FPI, même s'il est contesté. Donc on voit que tous ces grands courants. Mais moi, je voulais tirer un enseignement aussi, dire que vraiment, on rentre encore toujours dans la Côte d'Ivoire dans ce que je peux appeler la normalité. Parce qu'à part l'élection de 90 et l'élection de 2010, on a toujours une vraie crise de confiance en nos institutions lors des élections. Et ça, c'est vraiment grave. Enfin, j'appelle ça une normalité tellement c'est-à-dire qu'en 1995, Alassane Ouattara et Gbagbo ne sont pas partis aux élections. En 2000, Bédié était éliminé, Ouattara aussi éliminé. En 2015, bon, Gbagbo n'étant pas là, il n'était pas candidat, Bédié n'a... Et en 2010, on revient dans une sorte de normalité où on retrouve une vraie crise de confiance. Première crise de confiance, la preuve, on nous dit... On n'est même pas sûr que Kakabe a envoyé ses parrainages, sans doute qu'on lui a attribué des parrainages. Donc déjà, on a une vraie crise de confiance dans nos institutions. Et moi, je pense que les politiques devraient être vraiment touchés par ça. On ne peut pas construire un pays dans la défiance des institutions et dans le doute permanent des institutions. Et ça, c'est un échec pour toute la classe. Moi, justement, il y a un terme que vous utilisez qui me fait me poser une question. Crise, peut-on vraiment appeler ça une crise de confiance ? Oui, mais c'est ça. C'est une crise. Et je dirais même, elle n'est pas digne de nous parce qu'on est un pays quand même avec des intellectuels importants, avec des hommes politiques brillants, etc. Mais c'est une crise de confiance, Élysée. Ce que tu dis est juste, mais en fait, moi, ce que je peux tirer un peu comme enseignement dedans, c'est qu'on s'attarde un peu sur les conséquences, mais on ne prend pas le temps de regarder les causes. De vous à moi, aujourd'hui, on se plaint de nos institutions. Mais comment les institutions même sont mises en place et qui sont ceux qui les animent? Moi, je prends un exemple simple, le Conseil constitutionnel. Qui est-ce qui nomme le président du Conseil constitutionnel? C'est le président de l'exécutif. Et il sait que c'est une institution qui est sans recours. C'est-à-dire qu'elle a fini de donner son verdict, il n'y a pas de recours. Mais moi, je mettrais quelqu'un forcément qui est proche de moi, qui a peut-être les compétences avérées de magistrat et autres, tout ça, mais dont je suis sûr que quand on arrivera dans la question des litiges, il pourra prendre fait et cause. Moi, c'est humain. C'est humain. C'est pourquoi je dis que quelque part, il est peut-être bien. Et les autres acteurs, ils le savent. Mais c'est comme ça. Mais quand tu prends 2000 jusqu'à 2010, quand tu prends 2010 jusqu'à maintenant, quand tu prends avant, c'est pareil.
En 95, qui nomme le président qui était là, de la Cour constitutionnelle en son temps? C'était On sait, Noël Niemeyer à l'époque. Voilà. Je sais pas s'il On était- revient en 2000. Qui est là? On revient en 2010. C'est pareil. C'est-à-dire chaque régime met toujours son homme là où il faut. Or, je pense que pour une institution qui se veut assez crédible et qui est en plus une institution judiciaire, il aurait été plus indiqué de laisser la responsabilité aux magistrats, peut-être entre eux, le collège des magistrats, de choisir parmi eux celui-là qui a même, en tout cas, de porter cette responsabilité. Élysée, donc tu appelles à une possibilité de Ou bien même réforme de procéder aussi à une forme C'est ce que d'élection. je dis. de la Constitution C'est ce que sur ce point. c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire même que la mise en place même de nos institutions et la manière même de désigner ceux-là qui doivent incarner cette responsabilité, il y a un problème. Moi, je pense que c'est cette réforme-là mais qu'il faut... Ça laisse Parce déjà- qu'on est- ça laisse une petite place On est déjà dans des logiques de suspicion naturelle. C'est ça. Donc, ne créons pas encore davantage de suspicion. Plus qu'il y a... Parce que la question que les uns et les autres se posent, c'est cette fameuse question. Pourquoi, mais définitivement, pourquoi face à toutes les caméras, lorsqu'il y a une élection en Côte d'Ivoire, ça crée des frictions, ça crée des doutes. Moi, je suis un peu fatigué quand même, que chaque fois... Non, mais sérieusement, chaque fois qu'on dit qu'il y a une élection, tout est tenté de vouloir s'arrêter, parce qu'on dit tout le monde a peur. Pour aller dans le sens d'Élysée, aller plus loin, et c'est ce qu'il est en train de dire, nos institutions, ou en tout cas notre modèle n'est pas adapté à ce qu'on peut appeler la démocratie. Pourquoi? L'exemple qu'il donne, il est bon, mais il n'est pas forcément pertinent sur la question des juges. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, ce sont les présidents qui nomment les juges de la Cour suprême. Ils sont nommés à vie. Sur proposition. Je viens. Sur proposition. Non, d'accord. C'est le président. Oui, mais sur proposition, non. Le décret, c'est normal. C'est un décret présidentiel qui te nomme. Mais la proposition qui est faite de la personne qui doit incarner... Laissons le détail de la choix lui revient proposition. au président, Non, laissons le détail de la proposition. Ok, d'accord. Pour dire que c'est le président qui le nomme. Exact, Mais d'accord. là où ça va changer, c'est que aux États-Unis, quand le président de la Cour suprême va voter des lois en faveur du président, parce que ça arrive, vous savez, les lois sur l'homophobie, etc., ça ne pose pas de problème parce qu'ils sont dans une culture démocratique où la décision de la Cour suprême est vue comme le fond de leur pensée. Vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspicion. Une culture démocratique Voilà. où il y a une véritable séparation des pouvoirs. C'est ça. C'est pour ça, Mais quelqu'un quand a vous dit... dites qu'il n'y a pas de suspicion, peut-être qu'il y en a, mais les moyens d'expression de cette suspicion-là sont différents. sont différents. Voici pourquoi quelqu'un était en train de nous dire tout à l'heure, je ne sais pas qui exactement, que est-ce qu'on ne peut pas avoir notre modèle à nous en termes de démocratie? Parce que, regardez pourquoi en 2010 ça se passe bien. On oublie. Enfin, après, il y a eu on a contesté la victoire, etc. Bien sûr. Ça se passe bien, tout le monde est candidat, parce qu'il y a un consensus. Est-ce qu'on ne peut pas avoir, nous, peut-être un modèle qui nous est propre, qui n'est pas lié à un grand juge qui décide, mais qui peut être lié à une forme de consensus qui permette justement d'accepter tous les candidats et puis on règle. C'est-à-dire, vraiment, la réflexion est ouverte. ça. Oui, elle est très ouverte parce que même pour la CEI, intéressant un tout petit peu la CEI. c'est exactement ça. Mais même là encore, il n'y a pas de consensus au niveau de la CEI. Mais ça veut dire que c'est le consensus, ça peut être notre... Mais il n'y a rien de plus aberrant que de parler de commission électorale indépendante et tous ceux qui sont à l'intérieur ne sont aucunement indépendants, tous de partis politiques. Mais c'est inimaginable. Pourquoi on peut parler de commission électorale indépendante dans une institution où tous ceux qui sont responsables de cette commission sont nommés par des partis? Mais chacun vient défendre son intérêt personnel. C'est là qu'il y a un problème, en fait. Est-ce qu'en réalité, on ne peut pas trouver, comme il le dit, le modèle indiqué qui permette de trouver un consensus qui n'est forcément pas lié à un objectif politique? Ce que je veux ajouter, c'est que j'entends beaucoup de comparaisons par rapport à des démocraties occidentales. N'oublions pas que parfois on est sur 400 ans, Voilà. 100 ans Oui. de C'est ça. démocratie. Nous avons une démocratie hyper jeune, Qui est liée 60 ans dans la vie à d'une la nation, c'est colonisation, vraiment hyper jeune. On a abrité, on a hérité, on a construit des institutions qui sont comme des habits qui sont trop grands pour un pays qui vient à peine de naître. On a des gens Ce qu'il intelligents faut- aussi qui peuvent aujourd'hui Oui, je viens. essayer de rattraper par l'intelligence, donc par le temps, je suis d'accord. ces modèles qui sont déjà connus. Je suis Absolument, totalement d'accord. absolument. Ce qu'il faut, c'est que ces institutions qui sont là, on doit pouvoir les renforcer et faire en sorte qu'elles jouent leur rôle. Je prends le cas de l'Assemblée nationale. Le jour où on aura une vraie Assemblée nationale, où la parole sera totalement libre, où les députés ne seront pas une caisse de résonance de l'exécutif, on aura un contre-pouvoir, un véritable contre-pouvoir qui pourra dire, bon, le président a décidé de signer telle chose, nous, l'Assemblée nationale, nous prenons cette décision-là. Mais tant qu'on est vraiment dans une sorte d'autoroute à sens unique avec l'exécutif et le législatif qui vont ensemble, bon, on va ça. Bon, l'Assemblée, il y a des gens qui écrivent aussi, qui dénoncent des choses. Oui, je suis d'accord. L'Assemblée nationale, peut-être, ne sont pas forcément... Je vais rebondir un peu sur ce que comment il s'appelle, Israël a dit. Je suis d'avis, en fait, c'est des 400 ans qui ont construit cette démocratie et tout ça. Mais tu vois, dès l'instant que tu as un voisin avec qui, par exemple, vous avez les mêmes compétences, le même âge, qui arrive, lui, à implémenter ce que vous estimez qui a été mis en place sur 400 ans,
et que toi, tu n'y arrives pas, il y a un problème. Parce qu'en réalité aussi, nous avons des États autour de nous. Nous avons des États en Afrique ici qui ont le même âge peut-être que nous en termes d'indépendance, mais qui arrivent à réaliser cette démocratie. Pourquoi nous, on n'y arriverait pas? C'est simple. Donc, il faut déjà peut-être s'imprégner de ce modèle-là, de cet exemple-là. S'ils y sont arrivés, certainement qu'ils ont dû mettre en place un certain nombre de mécanismes. Mais mettons ces mécanismes en place. Et puis Je suis sûr que, messieurs, sur ce plateau-là, et madame, vous allez certainement représenter des forces de proposition. On espère bien. Imaginez. On espère qu'on nous écoute. Voilà, c'est sûr qu'on vous écoute et de nous faire des propositions. Bon, on parle un tout petit peu des candidatures qui ont été retenues. Bon, et puis il y a des candidatures qui ont été rejetées. On a reçu le ministre Nyamien Kona hier qui faisait partie des recalés, Guillaume Soro, Mabry Touakeus, Laurent Gbagbo, Mamadou Koulibaly. Pas très content. Il faut regarder déjà, moi je les catégorise, il y a ceux qui sont hors du pays et ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont hors du pays, donc c'est M. Laurent Gbagbo qui est à Bruxelles et Guillaume Soro qui est à Paris. Et les deux ont été exclus pour sensiblement les mêmes raisons. Les deux ont été condamnés à 20 ans de prison. Et on a vu donc comment dire ça, après on en parlera, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et de la paix qui a demandé que la situation de Guillaume Soro soit rétablie. Donc on a vraiment ces deux-là. Et puis ensuite on a quand même des visages forts de la politique en Côte d'Ivoire qui ont été écartés. Je pense à Mabry Touakeus, je pense à Mamadou Koulibaly qui personnellement pour moi est une grosse surprise. Quand je regarde la campagne qu'il a faite, quand je regarde toute la campagne pour avoir les parrains, et je me rends compte qu'il n'a pas pu accéder, être retenu comme candidat parce qu'il n'a pas pu réunir le nombre de parrains. Lui-même, hier, on entendait ici Nyamien Kona dire qu'il y a des choses qui ne sont pas... Voilà, il y a des chiffres, des irrégularités qui n'ont pas été prises en compte. Mais malheureusement pour eux, le Conseil constitutionnel, c'est sans recours. C'est ce qu'on disait. Et on le sentait hier, Nyamien Kona, on le sentait assez désabusé, désillusionné également. Il a montré un peu les différents documents et la notification qu'il a reçue du Conseil constitutionnel pour pouvoir rattraper les différents parrainages. Pareil, Mamadou Koulibaly aussi, il avait été notifié, il avait 72 heures, 48 heures pour pouvoir également se mettre à jour au niveau de ses parrainages et corriger l'anomalie qui a été constatée par le Conseil constitutionnel. Je pense qu'il a même dépassé, en tout cas selon ses dires, les chiffres. Et j'ai été également étonnée de voir qu'il n'avait pas été retenu. Et même au niveau de certains indépendants, je ne dirais pas indépendants, mais le candidat Serge Dibré des 1000 volontaires également, qui avait notifié que même au niveau de son nom, il y avait des irrégularités. Également, au niveau de ses parrainages, il avait même atteint le quorum demandé, donc les 17 régions, malheureusement. Et donc, sur ça, Edith, permets-moi de te couper, c'est-à-dire qu'en fait, il se trouve que sur la place publique, la grande place publique, j'allais dire, il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Ne dit pas la vérité. Il y a quelqu'un qui est en train de flouer tout un peuple. Le candidat Nyamien Kona disait que déjà, depuis longtemps, ça avait été annoncé pour constituer une première sorte de filtre pour éliminer les candidatures. Je ne sais pas ce que ça avait filtré, parce qu'on a vu beaucoup de candidatures fantaisistes. Fantaisistes qui avaient été filtrées dans un premier temps, donc c'était un premier filtre. Sauf que ça, à son sens, c'était un mécanisme pour éliminer des candidats peut-être devenus gênants. Oui, admettons que ces candidats soient gênants, mais pour ne pas qu'on vous taxe d'être gênant, il faut rassembler le nombre de parrainages. Ce qui commence à attirer mon attention, ils nous disent qu'ils ont, eux, les parrainages requis. Et que ce serait soit la commission ou les juges du Conseil constitutionnel qui auraient et moi, enlevé leur... Et c'est là où, quand même, on est sur des accusations graves. C'est vrai qu'il n'y a pas de recours, tout ça. Mais face au peuple, nous dire qu'on a déposé auprès d'une institution comme le Conseil constitutionnel et que des gens ont retiré nos voix, je trouve qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sérieux dans cette affaire. Et je pense que peut-être on allait aussi droit vers cette situation, peut-être droit vers le mieux, je mets entre guillemets, sachant que pour les parrainages, il fallait absolument que soit vous soyez le premier à déposer vos parrains, et faire de telle sorte que si vous venez même à la 5e ou 6e position en termes de dépôt, ne pas se retrouver en doublon avec des parrains. Donc ça déjà, c'est un super gros filtre qui peut poser problème. Si quelqu'un a murmuré que c'est vicieux, peut-être que c'est pas le mot. Disait, c'est un système qu'il trouve très opaque. Non, attendez, la loi peut s'améliorer au fur et à mesure. En étant plus inclusif. Mais ce qui peut être gênant de la part d'hommes politiques, c'est de nous dire que non,
ils ont retiré des voix alors qu'ils avaient les voix. Il peut y avoir, la loi peut être bancale, comme là, celui qui a déposé en premier, mais il a doublé tout le monde. Ça, on peut comprendre qu'il faut améliorer la loi, il faut créer des mécanismes pour qu'au dépôt, Niamien Konan le disait, au dépôt, il y ait vraiment un petit fil qui dise « Ah, ce parrain a déjà parrainé quelqu'un d'autre, etc. » Mais nous faire croire que tout ça... pour l'un ou pour l'autre. Voilà, nous faire croire que tout ça participe d'un grand complot, je pense qu'à un certain moment, ce discours... Comme à l'université, merci André. Nous faisons pas nos responsabilités. On dit, dans certains cas, vous avez 2 matières à valider. Donc, on vous demande de valider 2 matières. Donc, vous venez valider 2 matières. On dit, en vrai, c'était 3 matières que vous devez valider. Ça, il ne comprend plus, en fait, lui. Non, parce qu'il disait qu'il avait le nombre de régions. Tu as des candidats, par exemple. Le nombre de régions a évolué. On a régressé. Il y a des candidats qui ont été notifiés. On leur dit, par exemple, vous, lorsqu'on a fait la balance des candidatures, il y a 8 000 doublons. On a retiré 8 000. Vous devez en 48 heures trouver 8 000. Les candidats viennent et disent, bon, nous, on vous dépose 10 000 et ces candidats ressortent sans être retenus comme candidats parce que les 10 000 Mais pourquoi vous faites que foi à la parole du candidat qui nous dit qu'il a déposé? Non, C'est la parole de l'un comme ça. C'est la manipulation de l'opinion. C'est là que je voulais rebondir. Pourquoi vous faites foi à Messieurs, on va permettre d'utiliser de Si on juge légitime les soupçons portés sur la crédibilité de nos institutions, je pense aussi qu'il est normal qu'on juge légitime aussi les soupçons sur les déclarations de nos hommes politiques. Dans ce pays, en fait, arrivé à un certain moment, il faut qu'on soit logique envers nous-mêmes. On sait, sans vouloir faire du tort à qui que ce soit, on sait qu'il y a des partis, les yeux fermés, ils t'emmèneront le parrainage. Ça, c'est inévitable. Au regard déjà de ce qu'ils représentent et de leur étendue sur le plan national. De leur poids. De leur poids, effectivement. Par contre, il y a certains... Bon, je pense que ça va faire l'objet de beaucoup d'efforts. Mais là où moi, je dis à nos hommes politiques, il faut qu'on soit... à un certain moment, on sache ce qu'on veut. Moi, je ne peux pas savoir qu'une ordonnance a été prise ou le parrainage est mis désormais dans le code électoral et que est-ce que cela, depuis le mois d'avril, et que je sois les bras croisés et que ce soit quand on dit maintenant qu'on doit faire le parrainage, que je me lève pour essayer de retrouver 1% dans 17 régions. Ce n'est pas donné à tout le monde. Surtout même que les populations ne sont même pas informées. Parce que ça n'a pas fait l'objet d'une large communication, le parrainage. Mais moi, tu viens devant moi, tu me tends une fiche. On sait comment nos sociétés fonctionnent. Une fiche, non, c'est pour que je sois candidat, il faut que tu écrives. Moi, je peux le remplir. Mon frère peut remplir. Mais demain, quand un autre vient et qu'il me dit, je peux aussi remplir, un autre va remplir. Alors que je ne sais pas en ce moment précis là, que je suis en train de faire là, en train d'annuler carrément tout le processus que je suis en train de mettre en marche. Donc, quelque part, il y a une certaine responsabilité. Moi, je pense. Est-ce qu'il annule le processus? Je pense que c'est le premier parrainage qui est pris. Oui, qui sert de référentiel. Voilà que le premier annule. Voilà, exactement, annule le second. Vous voyez, donc, il y a un souci de communication. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, on est dans une bataille électorale. Et chacun cherche à tirer le drap vers lui. Et à décrédibiliser l'autre aussi. C'est pas le régime en place qui, lui, va dresser le lit de l'opposition. C'est impossible. C'est à l'opposition de prendre sa part de responsabilité. Donc, parce que j'ai entendu dire aux gens, mais on n'a pas suffisamment informé les populations, on n'a pas suffisamment sensibilisé. Mais qui allait le faire pour vous? Dès l'instant que les forces, ceux qui sont déjà là, qui savent qu'ils ont déjà ce qu'ils peuvent, comment on appelle les parrains, mais ils n'auront pas fait la bataille pour vous. C'est bien pour ça, c'est bien pour ça que les partis politiques sont financés. Ils sont financés pour pouvoir instruire nos concitoyens des choses qu'on décide et à l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est aussi de leur responsabilité. Il n'y a pas que des complots à tout bout de champ. Je vais retenir seulement, M. André Bois, je vais juste retenir que dans cette histoire, il y a quelqu'un qui dit la vérité. On marque une pause. Retour sur le plateau du Live Talk. En ce jeudi, c'est jour de décryptage. Et pour ce faire, sur le plateau, nous avons des hommes et des femmes de presse. Élisée Bolougbe. Nous avons M. Israël Guébo, M. André Bois et Edith Boubleu. Alors, nous allons à présent, si vous le voulez bien, aborder la question de la décision de la Cour africaine concernant la réintégration de Guillaume Soro dans le processus. Diversement interprétée, en tout cas, cette décision de la Cour. Il faut rappeler que tout a commencé un 2 mars. Soro Guillaume saisit la Cour africaine pour dénoncer le mandat émis contre lui. Il est déjà à l'extérieur. Et donc, décision après de la Cour qui donne tort à l'État de Côte d'Ivoire en demandant
a levé toute poursuite contre Soro Guillaume, puisque ça avait été engagé dès décembre. Et 22 avril, la Cour ordonne à l'État de Côte d'Ivoire donc de lever tout ça. Et puis finalement, ici à Abidjan, Soro Guillaume est condamné. Vous savez, sur les réseaux sociaux, ils ont parlé d'un groupe qui s'appelle le G20. Donc, il a intégré le G20. Le G20, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est un groupe, c'est le groupe de tous ceux qui sont condamnés à 20 ans. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire, pour rire un peu, ça les Ivoiriens, on peut quand même se marrer. Donc, au bout donc, de cette condamnation, il n'est plus possible pour lui, parce qu'il a l'ambition d'être candidat, il déclare sa candidature, et puis après, le Conseil constitutionnel qui nous dit qu'effectivement il ne peut pas être candidat, et puis là, hier, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples nous dit il faut remettre Soro Guillaume justement dans le processus. Et puis on a les premiers commentaires qu'on peut faire ici. Le premier commentaire que je souhaiterais relever, c'est hier, on a interrogé l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire et aussi du RHDP, Abdoulaye Meïté, qui nous dit, sans rire, Soro Guillaume a beaucoup de chance, puisque le timing est toujours parfait. Chaque fois qu'il y a une décision en Côte d'Ivoire qui tombe contre lui, il gagne toujours son procès. Mais justement, on parle de timing, mais Jean Brébois, il y a dans la chronologie, il y a la décision du Conseil constitutionnel qui était attendue pour le lendemain, qui arrive la veille, et la décision de la Cour africaine qui arrive le lendemain, donc qui aurait pu être tombée le même jour que la décision du Conseil constitutionnel. À propos de timing, il y a des coïncidences qui... C'est ça. Donc lui, mais on ne comprend pas bien. Dans les milieux judiciaires, les gens pensent que la Cour, sur ce dossier, se décrédibilise. Parce qu'on rappelle que c'est un Ivoirien qui est le président de cette Cour. Il ne siège pas quand il s'agit des affaires ivoiriennes. C'est ça. Voilà, il s'agit du juge Auré Sylvain. Mais il peut y avoir quand même quelques... Bon, on est des hommes. Auré, en plus, là où ça décrédibilise un peu, c'est qu'il était partenaire dans le cabinet d'avocats de l'avocat de Soro Guillaume. Mais il ne siège pas. Il ne siège pas. Bon, ben après, c'est mon copain, j'aime bien... Les collisions d'intérêts de face. Bon, voilà. Donc, Non, je crois que c'est de l'interprétation, mais... Non, je relève juste que dans les milieux judiciaires, il y a ce soupçon-là qui peut décrédibiliser un tout petit peu, mais après, il ne siège pas. Il a toute confiance à ses collègues qui viennent des autres pays africains. Je pense que, sur ça... Mais en tout cas, il fallait relever qu'il y a ce soupçon-là qui plane sur la Cour parce qu'il serait quand même en affaire avec l'avocat de Guillaume Soro. Est-ce que vous avez une raison que le Conseil constitutionnel a avancée pour avoir avancé la date de l'annonce des... Non, ils avaient le droit de l'annoncer jusqu'au 15, c'est ça? Ou bien il y avait une date précise pour l'annonce? Non, ils avaient jusqu'au 15. Ils pouvaient le faire avant. Oui. C'était dans leur droit de le faire avant. Juste dans le droit de le faire. Le commentaire qui s'appelle de ma part, c'est que l'État ivoirien reste sourd aux appels incessants de la Commission africaine des droits de l'homme et de la paix. Ils disent qu'on n'a pas de leçons à recevoir de l'extérieur. Et pareil, on va voir comment on réagit à ce que demande également l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dont on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, le gouvernement ne veut pas recevoir de leçons. Enfin, c'est toujours comme ça. Lorsque on est dans une posture qui ne nous arrange pas, on ne veut plus avoir de leçons à recevoir des personnes. Alors, mais c'est quoi l'implication de cette décision? La première implication, c'est que déjà... Guillaume Soro, il a perdu sa qualité d'électeur et donc de candidat. Et même si aujourd'hui le gouvernement accédait à la demande de la CADHP, il ne pourrait que retrouver sa qualité d'électeur, oui. mais pas de candidat parce que de toute façon les jeux sont faits. Mais quel moyen la CADHP, là, aujourd'hui, de pouvoir, j'ai pas envie de dire, imposer cette décision-là? Tout bonnement, aucun. Aucun moyen coercitif. On en parlait dernièrement. Est-ce qu'elle est liée? Vous suivez un peu le regard. En fait, Élisez-moi ce regard, vous dites, bon. non, sur ça, pour qu'il y ait des moyens, tout dépend de la façon dont la Cour est constituée. Parce que on signe une déclaration pour dire que, nous, on reconnaît maintenant la compétence de la Cour, etc. Sauf que déjà, il y a des pays africains qui ne reconnaissent pas la compétence de la Cour. Or, ce sont vos voisins qui peuvent vous sanctionner, ou d'autres pays qui peuvent vous sanctionner. Donc, comment un pays qui ne reconnaît même pas la Cour va accepter, nous, de nous sanctionner, nous qui avons déjà reconnu, à la base, on a reconnu, après on s'est retiré de la déclaration. Donc, en fait, c'est très compliqué. On constate que cette Cour n'a pas forcément des moyens de coercition pour pouvoir obliger en tout cas un État à prendre, en tout cas à respecter les décisions ou les arrêts qu'elle a émis. On parle de 2 mars depuis cette période.
ils ont émis, je crois, 3 arrêts, un en faveur du PDCI, de la requête du D'accord, PDCI, et 2 autres pour Soro. Soro Guillaume. Mais jusqu'à ce jour, on sait que l'État de Côte d'Ivoire avait émis sa volonté de se retirer, de la Cour africaine des droits des peuples, retirer sa déclaration de compétence qui va prendre effet, je pense, d'ici un an, en avril, et qui empêche des citoyens comme vous et moi ou de la société civile de pouvoir saisir cette Cour. Donc, quel est son impact, quelle est son influence? Comme tu l'as dit, si peut-être d'autres États dans la sous-région avaient la possibilité de pouvoir influer et comment je vais appuyer les décisions, les différents arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme, ça aurait peut-être un impact sur l'État de Côte d'Ivoire, mais même peut-être ces États autour de nous ne leur reconnaissent pas cette compétence et cette puissance. Moi, je pense que Brice demandait quelles sont les implications d'une telle décision. Je pense que déjà, la première implication, c'est déjà que ça rehausse un peu le moral du camp Soro. Ça c'est déjà une première implication. Oui, ça rehausse déjà le moral. Ça rehausse déjà le moral du voilà, ça rehausse déjà le moral du camp Soro. La preuve, voilà, la preuve, la conférence de presse de ce matin, c'était tout feu tout flamme. Parce que voilà, on est déjà plus ou moins dans les bonnes grâces de la Cour. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec vous au moins. Voilà, mais en thème, comme le disait Edith Brou, en thème de coercition, il n'y a rien. C'est un coup d'épée dans l'eau, vous trouvez? Il n'y a absolument rien. Mais au-delà même du fait qu'il n'y ait rien, je pense aussi que quelque part, s'il devait avoir quelque chose, l'État même serait en porte-à-faux. Dès l'instant qu'on dit la décision du Conseil constitutionnel n'est pas passible de recours, envoyer une décision qui vient de New York, ça ne passe pas, parce que c'est déjà fini en fait. Même si les avocats de Guillaume Soro disent que les décisions de la CADHP sont supraconstitutionnelles, mais bon. Supra, ma voisine, je vous promets que ma voisine va se poser la question, c'est quoi supra? C'est-à-dire que cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est supérieure aux décisions qui sont prises ici en Côte d'Ivoire. C'est ce qui devrait être. Mais bon, dans les faits, non. L'État de Côte d'Ivoire considère que ce qu'eux ont décidé ici, pour parler à ta voisine, c'est ce qui est ça. C'est comme une sorte de corrélation entre la crise de confiance en griffe des populations, peut-être même des populations surtout, concernant l'Union africaine, parce qu'on a vu dans les différentes crises, l'Union africaine a mis du temps, en tout cas a tardé à réagir ou à prendre position ou à réagir. Il a fallu en tout cas que la société civile puisse la secouer un peu pour qu'elle puisse prendre la parole sur certaines décisions. C'est ce qu'on a constaté dernièrement lors du coup d'État. Mais sinon, même au niveau de l'Union africaine, les populations ne leur reconnaissent pas cette c'est la question de l'importance de ces institutions sous-régionales. Ben, Parce qu'elles valent. On revient toujours à notre question. Est-ce que les institutions, le modèle de ces institutions est toujours adapté à notre façon d'être Voilà, ça aurait pu être... Les injonctions de la Cour auraient pu s'adresser, par exemple, à notre justice directement. C'est-à-dire que... Mais s'adresser soit souvent aux politiques, comme là, il faut réintégrer quelqu'un dans le jeu politique. Parce que c'est ça, la décision est quand même assez politique. Parce qu'on dit, le gars, il faut faire en sorte qu'il puisse être candidat, etc. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de choses à revoir au niveau de l'Union africaine, au niveau de nos États, parce que c'est un bon instrument aussi au service des populations, ça il faut le dire. C'est-à-dire que demain, on peut subir de grandes injustices et on peut s'adresser... On peut saisir des cours qui peuvent venir nous rétablir sans que ce soit un dossier politique. Alors qu'en ce moment, personne n'a réagi quand on a dit désormais, aucun individu comme vous et nous ne pouvait désormais s'adresser à cette cour-là. Tout le monde a bon. Enfin, mais Brice, mais c'était déjà même une information pour les uns et les autres. Est-ce qu'ils savaient? Avant, on le savait. On en parlera peut-être une prochaine fois, mais c'est là où les organisations de la société civile en Côte d'Ivoire ne font pas leur travail. Je veux dire, les populations qui sont dans les zones reculées, qui n'ont pas accès à ce genre d'informations-là, il y a toutes ces OSC qui se promènent à longueur de journée pour faire des séminaires, des conférences et des ateliers. Il y a beaucoup de financement également. C'est l'occasion pour elles, justement, de communiquer à ces populations. Personne n'a dénoncé à grand renfort de publicité le fait qu'elles aient été... Leur droit a été retiré. Okay. C'est un droit quand même assez important. Alors, messieurs, je vais poursuivre avec le point suivant, et c'est avec une déclaration. Vous, les jeunes, ne vous laissez pas instrumentaliser. C'est de votre avenir dont il s'agit. Pourquoi allez-vous vous battre pour les autres? Battez-vous pour vous-même, battez-vous pour votre avenir, faites en sorte que vous ayez des emplois. Bon, cette déclaration est du chef de l'État lors de sa visite dans le Morne. Je l'ai entendu, j'ai souri, mais j'ai souri vraiment très largement. Parce que, oui, parce que en même temps qu'on dit ça, en même temps que ce sont les jeunes qu'on invite à des meetings, ce sont les jeunes qu'on invite pour aller faire des manifestations, ce sont des jeunes Ils étaient là-bas quand ils vous, les jeunes. Oui, c'est exactement, on dit la même chose. Et je pense
qu'il faut à un moment donné, faisons des choses ou disons des choses qu'on fait. Bah, est-ce que ça ne veut pas dire, vous les jeunes, on ne vous interdit pas de faire de la politique, mais ne vous laissez pas instrumentaliser. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vous dise demain, sortez cassé. Parce que je crois qu'en général, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, et Brice, la nuance est laquelle. J'allais finir. Quand on a été dans l'opposition à une époque, ou qu'on soit au pouvoir aujourd'hui, ceux qu'on met toujours devant, ce n'est pas les vieux, ce sont les jeunes. Ceux qui disent oui, demain sortez, allez marcher, ils sont assis dans leur salon. Et ce sont les jeunes qu'on envoie devant. Donc je veux dire, soyons conséquents avec nous. Moi, je suis d'accord quand on donne des conseils aux jeunes disant ne vous laissez pas instrumentaliser, n'allez pas brûler les bus. Mais derrière, n'attisons pas ces jeunes-là. C'est ce que je dis. Non, sur ça, on a compris qu'il y a une vraie offensive du pouvoir en ce moment, RHDP, vers les jeunes. Ils savent qu'il y a une double problématique. Les jeunes doivent participer à l'élection et les jeunes peuvent être ceux qui vont empêcher justement cette élection d'avoir lieu. Donc c'est une vraie problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mouvement de l'opposition ne va fonctionner que s'il y a des jeunes derrière qui sont mobilisés. Oublions même la question de la violence. Mais on sait que tous les mouvements, ce qu'on a pu voir au Mali, le mouvement M5, c'est parce que les jeunes étaient motivés et tout le temps ils étaient. Donc ces jeunes-là, il faut les draguer. Donc moi, je pense que le vrai enseignement politique qu'on peut tirer au-delà du propos un peu politicien du président de la République, on sait que ça ne tient pas la route quand on est au pouvoir. On dit toujours aux jeunes, travaillez, mais quand on n'est pas au pouvoir, on dit, vous ne travaillez pas, allez-y faire des marches. Ça, c'est... Mais là, il s'agit vraiment... Il faut les sensibiliser. Et là, je pense qu'ils sont dans leur rôle, ils ont le pouvoir en main. Ce qu'ils peuvent demander aux jeunes, c'est d'écouter, eux, le message qu'ils lancent. Donc ça me paraît être un jeu politique plus ou moins classique, qui est de draguer vraiment ces jeunes-là. C'est un jeu politique classique, on est dans... D'accord, moi je pense effectivement, comme André le disait, effectivement, c'est bien de donner des conseils. Moi, je pense que c'est normal. C'est normal. C'est-à-dire que le chef de l'État, c'est normal qu'au regard de tout ce que nous sommes en train de voir, ou des menaces à venir, tienne un tel discours. C'est un discours qui est assez responsable et normalement, c'est ce que devait tenir un responsable et un chef d'État. Ça, c'est normal. Mais là où souvent j'ai un peu de pincement au cœur, moi je le dis honnêtement, là où souvent j'ai un peu de pincement au cœur, ce n'est même pas des hommes politiques, mais c'est de notre jeunesse. Parce qu'arrivé à un certain moment, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut vraiment qu'on sache ce qu'on veut en réalité. On peut ne pas être d'accord avec une situation. On peut même trouver qu'elle est injuste. Mais est-ce parce que cette décision est injuste que je dois penser faire du tort en moi-même m'auto-détruisant? Parce que c'est ça en fait la réalité. Parce que quand on regarde un peu, comme il le dit, les jeunes, quand ils sont instrumentalisés, les actions qu'ils posent, les actes qu'ils posent, en réalité, qui sont ceux qui y en pâtissent en réalité? C'est vraiment pas les politiciens vers qui on veut aller. En réalité, c'est les jeunes. Je prends un exemple simple, qui est peut-être, moi je l'ai jugé assez excessif, mais qui est une réalité. La situation qui s'est passée à Yopougon, avec le bus, sur le bus, la décision que prend la SOTRA. Mais qui en pâtit en réalité? Qui en pâtit en réalité? C'est toute la population. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'étaient informées ni d'Adam ni d'Ève de la situation qui se passait, mais qui aujourd'hui sont obligés d'en payer le prix. Des étudiants qui sont en train de composer un BTS, ils doivent quitter tout pour arriver et qui vivent dans une telle situation. Arrivé à un certain moment, je pense que nos leaders politiques même doivent comprendre que la politique doit être humanisée à un certain moment. Et il faut donc aller dans le sens de responsabiliser les jeunes. On n'est pas d'accord, mais on peut le manifester d'une autre manière, pas forcément avec des actes de violence. Droit à manifester, non pas manifester violemment. Voilà. Non, le droit de manifester, il est normal, mais pas vraiment dans la violence. C'est ce que je dis en fait, justement. Oui. Parce qu'en réalité, les conséquences au final, c'est nous qui les payons. Parce que ceux qui manifestent également disent qu'ils manifestent les mains nues. Mais les amis, on va revenir sur ce débat, mais les faits sont là. C'est vrai que moi, je suis d'accord, les gens manifestent, mais on a pu assister quand même ces derniers jours, même là aujourd'hui, il y a eu des voies qui ont été barrées, ils ont coupé des voies. Parce que si on n'est pas jeune, on ne peut pas prendre la machette pour couper un arbre. Quoi. Enfin, à un instant, il faut des bras valides. Mais si on coupe des arbres, on barre des routes, mais ça, je ne pense pas que... C'est-à-dire qu'on a un idéal, c'est qu'il y ait une manifestation qui pousse un pouvoir à partir. Mais je pense que même ceux qui manifestent n'y croient pas. Ils ne croient pas que s'ils manifestent pacifiquement, ça va marcher. Ça, je veux qu'on ouvre ce débat-là. Quel homme politique dans ce pays
regardons-nous les yeux dans les yeux, qui pensent que si on manifeste pacifiquement, ça va faire plier un pouvoir en Afrique ou en Côte d'Ivoire. Ils n'y croient pas. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui se permettent de mettre du feu ou de casser. C'est un échec encore pour nous tous. André, je suis d'accord, mais je voudrais peut-être nuancer un peu. Oui, allez-y, nuancer, on va terminer avec Quand je regarde la façon dont les jeunes ont été utilisés en 2010 ou un peu avant, que je regarde les manifestations qu'il y a aujourd'hui, on ne peut pas dire que toute la jeunesse est dans la rue. On ne peut pas dire que toute la jeunesse... Non, pas du tout. Je vois bien que moi, il y a 3 ou 4 gars qui vont brûler des pneus, casser des bus. On est d'accord. Je me rends compte que Ce n'est pas la majorité. peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup moins de jeunes qui sont engagés dans ces actions-là. Il y en a quelques-uns encore. Bien sûr. Je regarde encore dans le rétroviseur, regardons 2010, regardons comment ces jeunes sont descendus dans les rues. Aujourd'hui, j'entends des appels ça et là pour descendre la rue. Oui, il y a des actes qui sont répréhensibles à dénoncer, mais encourageons aussi ces jeunes-là qui, de plus en plus, ont des initiatives. Je vois sur les réseaux sociaux des initiatives de sensibilisation qui disent non. Je m'engage pour oui, la je paix. m'engage Pas de responsabilité, justement. Donc, C'est pas un donc certain c'est vraiment là-dessus qu'il faut je parle de regarder. responsabilité. Et c'est quelques jeunes-là, à un moment donné aussi, il faut que l'État... Et je pense que dans le discours, rapidement, aussi. du président de la République, lorsqu'il dit « vous les jeunes, ne vous laissez pas instrumentaliser », je pense que d'une certaine manière, de façon subliminale, il leur dit « vous avez le libre arbitre, vous êtes jeune, vous avez la possibilité de faire des bons choix ». Et quand on dit « bons choix », vous travaillez, que vous ne travaillez pas, comme tu l'as dit, lorsqu'un bus est brûlé, c'est vous qui en pâtissez, mais pas vous uniquement, mais les populations. Donc, à quoi ça sert de vous casser alors qu'au final, vous allez tout perdre? Ce que je vais dire, c'est une lapalissade, c'est de toutes les façons une marche. Si en 5 secondes, n'avez pas fini, c'est constitutionnel, mais la marche, ce n'est pas uniquement en faveur ni de l'opposition ni du pouvoir. Je dis ça pour dire que c'est juste la marche qui renforce notre démocratie à tous. Exactement. Donc, Le droit de on n'a pas besoin manifester. Tant que c'est marche, il n'y a pas de souci, mais quand ça prend une autre proposition... En tout cas, les marches sont interdites pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Merci messieurs, madame, je vous remercie. En tout cas, jeunes, soyons responsables. Voilà, on a envie de dire pour conclure cette émission. Merci André Bois, merci Israël Guébo, merci à vous Edith Broubleu, merci à vous Élisée Bolubo. On vous retrouvera certainement jeudi prochain pour un autre décryptage. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On voit la tête de quelqu'un. Oui, parce que j'ai là un communiqué du porte-parole du... Parce qu'il s'était porté candidat, le bonhomme. Oui, il s'était porté candidat. Il n'a pas été retenu? Pardon? Il n'a pas été C'est retenu? ça la question. Sinon, dans les 4 noms, il n'y figure pas. Non. Dans sa dernière intervention, on nous a tous poudrés et saupoudrés ici. Bon. Et j'aurais Vous bien me permettez voulu... de retrouver son communiqué? Les salariales ne mettent pas beaucoup en ce moment. Il faut retrouver son communiqué. Israël est en train de parler là. Qu'est-ce que vous dites, Israël? Non, j'aurais bien voulu qu'il soit là et qu'il nous explique ce qui lui est passé par la tête la dernière fois. Quel esprit l'a possédé à ce moment-là? Oui, c'est ça, pour qu'il nous mette de la poudre sur la figure. Bon, je vous dis, je le retrouve ce communiqué finalement, parce qu'il était très très loin. Monsieur le porte-parole du porte-parole dit, Ivoirien, habitant de la Côte d'Ivoire, c'est avec beaucoup d'émotion que je viens à vous, par cette note diplomatique et par la voix de mon cher Brice, c'est-à-dire moi, et de mes 2 avocats en train de disputer à Yopougon-Silessi, je ne sais pas pourquoi, Ivoirienne, habitant de Côte d'Ivoire. Suite à l'invalidation par le Conseil constitutionnel de 40 candidats sur 44, nous avons introduit une requête afin d'être le 5e élément des 4 fantastiques. Voilà. Toutes les chances sont de notre côté. Une rencontre a lieu en ce moment même entre le président de la CEI, le président du Conseil constitutionnel, afin d'évaluer ma candidature aux prochaines élections au nom de la paix et de la réconciliation nationale. J'y arrive. Je ne peux malheureusement pas vous communiquer l'endroit à cause de Chris Yapi. Encore lui. Les discussions sont âpres. Vous savez de qui ça vient. Mais soyez sereins. Voilà. Je vous reviens joyeusement le jeudi prochain, même heure, même sourire, avec de très 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 bonnes nouvelles. Comme disait un ancien chef d'État africain, chaque Plakali en détresse mérite un super héros. Prenez soin de vous et des autres. Bonne suite de programme sur Live TV. Que Dieu vous garde.